meurtre à outreau. Oui. Rien que ça. Enfin, meurtre. Je peux vous poser des questions? Je suis en direct YouTube. Oui, pas de problème, monsieur. Oui. Ouais. Je vous écoute. Là, c'est très spécifique. C'est outreau, c'est ce qu'on connaît déjà. Alors oui et non, parce qu'en fait, Je peux vous filmer aussi? bien sûr, pas de problème. Votre prénom? Frédéric. Ah, c'est vous qui avez écrit le bouquin. Oui, je suis l'auteur du livre. Alors dites-nous, alors, Meurtre à outreau, c'est un roman? Une fiction? Un document? Absolument pas, c'est un essai. Un essai, un document? Un document. Et c'est consacré non pas à l'affaire Outreau dans son ensemble, parce qu'il y a déjà beaucoup de livres depuis 2004, Oui. depuis 19 ans qui ont été publiés sur cette affaire. Là, c'est un cas particulier, c'est sur un des épisodes les plus marquants de l'affaire que j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire l'épisode qui a rendu le dossier d'un point de vue médiatique et judiciaire complètement immaîtrisable, incontrôlable. À savoir les révélations d'une des personnes mises en examen et qui sera acquittée par la suite, Oui. selon laquelle une fillette aurait été violée et tuée chez les Delay, donc le principal couple de protagonistes de ce dossier, Oui. donc dans leur appartement à la Tour du Renard, donc quartier HLM de Outreau. Et donc ces révélations avaient provoqué un véritable ouragan médiatique et judiciaire, fouille dans les jardins ouvriers d'Outreau, amalgame en tout genre dans les médias avec l'affaire d'Outreau en Belgique, donc absence, non-respect de la présomption d'innocence, etc., etc. Et donc le cadavre de cette présumée fillette, ce personnage fantomatique, n'a jamais été retrouvé. D'où évidemment une spéculation. Et donc j'ai voulu analyser, passer à l'IRM en quelque sorte, dans les moindres détails, cette histoire. C'est un peu comme un rapport de police, ce livre. Et sans pour autant tomber dans l'anathème des attaques personnelles, parce que quand on étudie l'affaire Outreau, on est tenté de tomber dans les extrêmes, c'est-à-dire soit taper à fond sur le magistrat instructeur Fabrice Burgot, ou alors, à contrario, s'attaquer aux acquittés en disant qu'ils n'étaient pas si innocents que ça, etc. Oui. Donc on tombe souvent dans l'outrance. Et donc là j'ai essayé de faire quelque chose de plus mesuré et surtout documenté. Et à la fin, est-ce que vous avez des certitudes? Alors, ma certitude, c'est que si Sans au départ... pour révéler ce que vous avez fait, Si au départ, vous pouvez penser qu'il n'était pas impossible que ce meurtre ait lieu, quand on étudie les déclarations des différents protagonistes du dossier, on se rend compte que ça ne tient pas la route. C'est pas le fait qu'on n'ait pas retrouvé le cadavre, parce que bon, il y a eu des affaires, on n'a pas de cadavre, il y a eu quand même des condamnations en cour d'assises. Mais le fait qu'on n'ait même pas l'identité de la présumée victime, qu'il n'y ait aucune famille qui se soit manifestée à l'époque pour dire cette fillette dont on parle dans le dossier d'Outreau pourrait être la nôtre. Le fait que Interpol n'ait rien retrouvé, aucun élément à Interpol, etc. La police fédérale belge, rien du tout. Et puis les incohérences des uns et des autres. Mais il faut vraiment fouiller, il faut vraiment regarder dans les moindres détails pour s'apercevoir des incohérences. Parce que si on prend l'affaire dans les grandes lignes, on ne s'en aperçoit pas. Il faut vraiment aller au fond des choses. Et montrer que cette affaire a vraiment fait capoter le dossier, c'est mon expression, a contribué à faire capoter le dossier. Et ce qui est assez hallucinant, c'est c'est un futur acquitté qui a provoqué cette pagaille. Et puis surtout, ça a coûté très cher à la justice, parce que des fouilles au bulldozer dans les jardins ouvriers d'Outreau qui n'ont rien donné, des recherches au niveau international, différents bureaux d'Interpol, Child Focus, qui est une fondation pour l'enfance basée en Belgique, etc., etc. Et donc, je sais qu'il y a un magistrat qui a clôturé le dossier, aurait aimé que ce futur acquitté, donc celui qui a été acquitté, Daniel le grand-fils, soit au moins poursuivi pour dénonciation de crime ou délit imaginaire. C'est prévu dans le code pénal. Et raconter sciemment des sornettes à la justice. D'ailleurs, si vous voulez, c'est le général Daoust, célèbre général gendarmerie, et il a une subtilité, il a dit différence entre un faux témoignage et un témoignage faux. Un témoignage faux, c'est quelqu'un qui de bonne foi croit avoir vu une scène de crime ou une agression.
Alors qu'en fait, il s'est trompé, il pense avoir vu quelque chose d'anormal. Bon, ça, c'est un témoignage faux. Mais il est de bonne foi. Et un faux témoignage, c'est quelqu'un qui raconte sciemment des salades. Et lui, pour torpiller, selon ses dires, torpiller le dossier, Ouais. il a dit par la suite, c'était, pour reprendre ses termes, faire chier le juge. Donc le juge Burgon. Je pense au vocabulaire un peu, on va dire, un peu familier. On connaît tous plus ou moins le nom ou trop nous dit quelque chose, mais là c'est 2002, c'est toujours en rapport avec ce qui s'est passé même à l'époque. Là c'est une affaire en plus, même époque ou une époque différente? Même époque, mais c'est une affaire, en fait, comme me le disait une habitante d'Outreau, m'avait dit ça il y a une dizaine d'années, c'est une affaire qui ne mourra jamais, parce que bon, c'est une affaire tellement tentaculaire, il y a tellement de protagonistes, il y a eu tellement de haine, de traumatisme dans ce dossier, à commencer par les enfants, parce que quand même, il est bel et bien 12 enfants reconnus victimes. Ouais. Donc ça a été l'affaire de toutes les outrances. Ouais. Et aujourd'hui encore, il y a des positions très tranchées sur le dossier. Ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de victimes ou qu'il n'y a eu qu'une poignée de victimes, ceux qui disent qu'il y a plein de victimes oubliées et des coupables en liberté, notamment des notables, que c'est un réseau international franco-belge. Donc j'ai essayé de faire un travail, disons, plus serein. Parce que c'est pas évident d'être serein quand on aborde ce sujet. Ouais. C'est une affaire où on se brûle les ailes. Et je sais de quoi je parle. Est-ce que la fille elle pouvait ne pas avoir d'identité en France ou en Belgique, mais est-ce qu'elle aurait pu venir d'un trafic d'enfants? C'est pas impossible. Ouais. Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est pas le fait qu'on n'ait pas retrouvé qui pose problème, c'est les incohérences dans les récits. Par exemple, Myriam Badawi qui a confirmé dans un premier temps, enfin, du moins pendant 2 ans, qu'il y a bien eu une fillette qui a été tuée dans son appartement. Elle a dit oui, donc Daniel le grand-fils était présent aussi. Donc dans un premier temps, elle a donné une version qui corroborait en partie ce que disait Daniel le grand-fils. Donc ça c'est l'argument massu pour dire il s'est bel et bien passé quelque chose chez les Delay ce soir-là. Mais après, c'est un festival d'incohérence, ça tombe comme un gravelotte. Est-ce que ça veut dire que les personnes, leur prise de parole a été mal... c'est un travail qui a été mal fait par la police ou pas du tout? Non. Rien à voir. La police, elle a fait en fonction des éléments dont elle disposait. Et comme le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que dans les jardins ouvriers d'Outreau, il n'y avait rien, que Interpol, résultat négatif également, il y avait des fillettes disparues qui pouvaient éventuellement correspondre, mais ça ne correspondait pas. Quand on regardait bien, ça ne correspondait pas. Par exemple, une fillette, parce que Daniel le grand-fils, c'était une fillette au teint hâlé, brune, qui parlait français et néerlandais. Alors, par exemple, Child Focus, donc Fondation pour l'enfance basée en Belgique, disait oui, on a 2 fillettes qui pourraient correspondre, mais au niveau de l'identité, il y en a une qui vient de Sierra Leone ou quelque chose comme ça, donc finalement ça colle pas. Et puis je lui dis, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'incohérences. Myriam Badawi, le juge Burgon lui demande d'abord, il dit est-ce que vos enfants étaient présents le soir du drame? Elle dit non, elle dormait chez une voisine. Le lendemain, elle dit non, finalement, il y a un de mes enfants qui a assisté au meurtre. Et l'enfant dit ah non, c'est pas moi, c'est mon frère qui a assisté au meurtre. Des exemples comme ça, ou Daniel le grand-fils qui dit la scène a été filmée au caméscope. Enfin, la scène de viol. La gamine violée, battue à mort. On lui dit, on lui demande, le juge Burgon, non, ça s'est passé quoi? Oh, il dit, je dirais en octobre-novembre de 1999. Vraiment le problème, le caméscope du couple de lait a été vendu pour 2000 francs. C'est dans le dossier, dans le dossier d'instruction. Le 11 octobre 1999. Donc ça rétrécit la fourchette chronologique à 11 jours, à une dizaine de jours. Vous voyez. Et il faut s'imaginer, parce que le couple de lait qui vend un caméscope, l'annonce a dû être passée à un particulier. Elle a dû être passée plusieurs jours avant, quand même, quelques temps avant. Juste avant de vendre un caméscope, vous allez l'utiliser pour filmer un pseudo snuff movie? Non. Ou alors elle dit, oui, Myriam Badawi aussi qui dit, à un moment donné, elle a dit au début qu'ils étaient à plusieurs pour se débarrasser du cadavre. Après elle dit, mon mari, elle dit à une psychologue qu'il a examiné en avril 2004, Brigitte Bonapé,
qui est expert auprès de la cour d'appel de Douai, dit puis il est parti tout seul, il s'est absenté un quart d'heure, 20 minutes. Alors sachant que les Delay habitaient au 5e étage sans ascenseur. Même si c'était un Popeye, hein, Thierry Delay, il faisait 1m80, franchement, voire 1m80 pour 117, 120 kg. C'est un casse-tête, votre histoire. Enfin, pas votre histoire, mais cette histoire. Vous savez, moi je veux dire une chose, cette affaire, ça me fait penser à ce que disaient deux journalistes, Laurent Greishammer et Daniel Schoenermann, d'une affaire de crime contre l'humanité, l'affaire Touguet, un ancien chef de la milice lyonnaise. Ils écrivaient « Le puzzle donne le vertige ». Eh ben, l'expression « le puzzle donne le vertige », elle colle parfaitement à l'affaire Outreau. Ça, je vous le garantis. Je vous remercie, Frédéric. Avec plaisir. Et vous, vous êtes, c'est inscrit ici, vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire contemporaine. Exact. Le travail, vous faites quoi sinon? Vous écrivez? J'écris, mais c'est plus un hobby, une passion, c'est pas mon métier. En fait, je suis agent de sûreté dans une bibliothèque universitaire. Voilà. Et vous... Mais je vis entouré de livres, même si c'est une bibliothèque scientifique. Je vis entouré de livres, donc je suis plutôt à l'aise dans mon travail. Vous préparez un autre essai? Oui, tout à fait. D'ailleurs, la petite brochure qui est ici. Juste sous moi, oui. Là, ici. Voilà. C'est en fait une espèce d'apéritif. C'est le premier chapitre du prochain bouquin. Parce que le prochain bouquin s'appellera « Comprendre Dame Justice », mon titre provisoire, hein, portera sur le problème qui est toujours pas réglé à ce jour, même s'il y a des efforts qui ont été faits, de la communication de l'institution judiciaire par rapport au public. Faire connaître son fonctionnement, les décisions de justice, comment ça se passe concrètement dans une cour d'assises, un tribunal correctionnel. Et donc là, c'est le premier chapitre, donc j'ai fait une petite brochure sur les décisions de justice de référence pour bien connaître les affaires judiciaires. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Vous êtes là jusqu'à 17h. Hein. Jusqu'à la fin d'après-midi. D'accord. Il va rester encore 2 heures à peu près. Merci. Merci à vous. Meurtre à Outreau, ici. Dossier analytique, Frédéric Valandré. Nombre 7 éditions, on peut les trouver en ligne sur Internet. Tout à fait. Ils sont basés à Nîmes. Oui, vous avez leur site, vous pouvez retrouver leur site Internet. Et là, vous avez également, avec le livre, le petit marque-page qui va avec. Et pour donner son avis sur le livre, vous avez un QR code pour si vous voulez faire un petit... Et vous allez souvent dans les tribunaux? Alors, compte tenu de mon emploi du temps, je n'ai pas trop l'occasion, mais il m'est arrivé lors de congés de suivre des procès d'assises, notamment il y a 5 ans, en décembre 2018, le dernier procès du tueur en série Francis Saul. Et c'est vrai que c'était tout à fait passionnant de voir un petit peu comment... déjà, c'est impressionnant de voir un tueur en série en vrai, même si le personnage en lui-même n'est pas... Il ne paye pas de mine et c'est ce qui a joué en sa faveur pendant des années parce que c'était un marginal, un zonard qui passait de foyer Maüs en foyer Maüs, de petit boulot en petit boulot, et il passait un peu pour un fada du village parfaitement inoffensif. Et je vais vous donner une anecdote par rapport à ce procès. Donc une de ses avocates, avocate historique de Francis Saul, elle le défend depuis 1998, depuis 25 ans. Maître Liliane Glock a expliqué dans sa plaidoirie que Francis Saul, son client, aurait pu être arrêté plus tôt. Parce que par exemple, à une femme médecin, il était allé dire qu'il avait tué un enfant, et elle lui aurait dit « Oh, c'est bon Francis, va prendre tes cachets. » Non, bien sûr. Non, parce qu'il paraissait comme un zonard inoffensif, il faisait le petit boulot, etc. Et je ne vous cacherai pas que lors du procès, je veux dire, c'est un procès en appel, généralement ça attire moins de médias, ça attire moins de monde, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, quelques journalistes. Il n'y avait pas de climat d'hostilité ou de haine vis-à-vis par rapport à Francis Saul. Personne n'était là pour l'applaudir ou le défendre, bien sûr, c'est l'avocat qui est là pour le défendre. Mais il y a une ambiance sereine. Et moi mais c'est un vœu pieux, j'aimerais que les procès, la plupart des procès, même s'il y a des joutes verbales entre avocats, entre magistrats,
Bien sûr, c'est la vie, c'est normal, c'est la vie judiciaire, c'est passionnant. Un procès terne, c'est pas intéressant. Mais qu'il y ait quand même un respect, une certaine urbanité. Pas dans une atmosphère de kermesse comme il y a eu dans certains procès par le passé, où les gens venaient comme au théâtre, comme au spectacle, avec leur petite collation, pour assister en fait à une mise à mort judiciaire qui en fait n'est ni plus ni moins qu'une suite tardive des jeux du cirque. Moi je suis pour la sérénité, même sur les gens qui se lâchent sur Twitter, enfin X comme on dit maintenant, pour dénigrer telle ou telle personne, notamment Éric Dupond-Moretti, ancien avocat devenu ministre il y a 3 ans et demi déjà, ministre de la Justice. Pas une sympathie particulière pour le personnage. Mais bon, aller le dénigrer sur son physique, en le présentant comme un gros porc qui défend les monstres d'Outreau, etc. Non. Oui, parce que Dupond-Moretti, il est lié aussi à Outreau. Il était un des avocats de la défense au premier procès. Et il a participé aux autres procès. Parce qu'il lui reprochait souvent, on parlait de X, d'avoir fait pleurer une enfant. Alors, il faut bien voir une chose. Il faut essayer d'être le plus objectif possible. Je ne pense... Il faut savoir une chose, c'est que bon, Éric Dupond-Moretti, mais pas que lui, les autres avocats de la défense, un certain nombre d'autres avocats de la défense, ont, il est vrai, interrogé rudement les enfants partie civile au premier procès, au procès de Saint-Omer, qui a eu lieu il y a presque 20 ans, entre le 4 mai et le 2 juillet 2004. Ça, c'est vrai. Et il est vrai aussi, c'est un avocat de la partie civile qui me l'a raconté il y a 13 ans et demi de ça, en août 2010, dans son bureau à Paris. Avant le procès en appel, le procès de novembre 2005, il y a 5 enfants partie civile qui ont demandé à lui et à son confrère, donc les 2 avocats, c'était Maître Didier Lec et Maître Marc Montaloni, est-ce que Dupond-Moretti sera là au procès en appel. Donc ils ont dû rassurer les enfants en disant ne vous inquiétez pas, c'est pas un ogre. Donc ils avaient quand même été marqués, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est, bon, comme dirait son ami le chroniqueur judiciaire Stéphane Souvent, c'est le pendant judiciaire de l'Hercule de Foire, parce que c'est vrai que c'est un costaud, il impressionne, il surjoue un peu son image d'ours, de vieil ours mal léché, donc c'est vrai qu'il impressionne. Mais après, il n'a pas été le seul à le faire. Ça, et dire c'est à cause de lui qu'il y a eu des acquittements et qu'il a fait acquitter des coupables, il y a une chose qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est qu'en première instance, il y a eu des acquittements, il y a eu quand même 7 condamnations. Non, 10 condamnations, pardon. Dont 4 qui n'ont jamais fait appel, le couple Delay-Badawi et le couple Grénon-Delplan, qui ont accepté leur condamnation dès le premier procès. Donc il n'y a pas eu de suite. Ouais, tout le monde n'a pas été innocenté. Non, pas du tout. Bah, si vous voulez, ce dossier, ce qui est intéressant avec ce dossier, si vous voulez, c'est les extrêmes sont à exclure. C'est-à-dire qu'on a le dossier principal, avec ses forces, enfin ses points forts. Car les points forts, c'est qu'on a comme des expertises médico-légales qui prouvent que les 4 enfants du couple Delay-Badawi ont subi des violences sexuelles. Ça, ils ont subi des actes de violences sexuelles. Plus un climat extrêmement malsain dans l'appartement. On leur montrait des films porno, des films d'horreur. Le PV de perquisition que j'ai mis en ligne sur mon blog il y a quelques temps déjà, il est hallucinant. Je veux dire, film d'horreur, un film pornographique avec différents thèmes. Et les enfants confirment qu'on leur a montré ça, ils ont confirmé quand ils ont vu des films d'horreur, etc. Mais, et ces faiblesses, c'est qu'à côté de ça, de manière plus générale, on a manqué de preuves matérielles. Et il a été reproché en fait au juge des enfants, Éric Tamion, qui était un des premiers à s'occuper de ce dossier, avant même que le juge Burgot soit désigné. En décembre 2000, il a envoyé un courrier au couple Delay-Badawi, parce que les enfants étaient placés à l'école. Il y avait commencé à avoir il y avait de lourds soupçons pour leur signifier voilà, que de lourds soupçons pesaient sur eux de faits, viols et agressions sexuelles sur leurs enfants. Et la perquisition n'a eu lieu que 2 mois plus tard, en février 2001.
Donc, est-ce qu'il y a des éléments à charge qui auraient pu être, disons, écartés par les délais? C'est possible, mais le problème, c'est qu'on n'en saura jamais rien. On peut avoir le nom de votre blog? Alors, en fait, il y a deux blogs. Le blog sur lequel j'avais fait pas mal, j'ai rédigé pas mal d'articles sur Outreau, s'appelle Valandre 78. Donc, comme Valandré, mais sans l'accent, et 78 parce que je suis des Yvelines, en un seul mot. Et le deuxième, qui est plus récent, il n'y a pas beaucoup d'articles pour le moment, documents pour le moment. C'est c'est mon adresse mail, c'est un Fantomial de 1976. Voilà, là, mais il est pas beaucoup, je l'alimente pas beaucoup, faute de temps. Avec un F? Ouais. Fantomial. Fantomial. C'est un clin d'œil à un personnage de Walt Disney. Là, donc il y a un certain nombre d'articles, de documents que j'ai rédigés ces dernières années. Pas que sur l'affaire Outreau, hein, il y a aussi sur d'autres affaires. Un peu sur l'affaire Grégory, l'affaire de Montigny-les-Metz, connue sous le nom de affaire Patrick Dils par Francis Holm. Vous allez, je vais vous demander, vous allez traiter, peut-être vous intéresser à l'affaire Monique Olivier? Tout à fait. Et la disparition de la petite Estelle. Alors, justement, moi, dans cette affaire, ce qui est frustrant dans cette affaire, c'est que est-ce que Monique Olivier va faire des révélations? La question qui se pose, c'est si effectivement Michel Fourniret, mais on ne peut plus le juger, il est mort au printemps 2021, Oui, si c'est lui qui a tué la petite Estelle Mouzin, si c'est lui. Le problème, c'est qu'il est mort. Il y a un principe en France, on ne juge pas les fantômes, on ne juge pas les morts. À la question que moi je me pose, et que beaucoup de gens posent, c'est est-ce que Monique Olivier est sincère? Le mot sincère paraît être un oxymore quand on le met à côté du nom de Monique Olivier. Est-ce qu'elle est sincère quand elle dit qu'elle ne se souvient pas ou qu'elle ne peut pas dire à quel endroit a été enterré le corps? Ou est-ce que c'est en fait une façon, une fois de plus, de se foutre de la gueule du monde? Ouais, c'est la question. Parce qu'elle a quand même fait des confidences avec co-détenus, etc. Ça, c'est le premier point. Second point, je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, il y a eu la semaine dernière, des gens qui ont participé à la première phase de l'enquête sur la mort d'Estelle Mouzin, la disparition parce qu'au départ, on parlait de disparition d'Estelle Mouzin, à la PJ, police judiciaire de Versailles. Alors, vendredi après-midi, il y a un ancien officier de police judiciaire, donc de la PJ de Versailles, qui a témoigné. Et ça a fait un tollé parce qu'il a laissé entendre, il a clairement dit qu'il avait des doutes sur l'implication de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Alors, évidemment, l'avocat de la partie civile dans la salle, ça a fait provoquer des remous, les journalistes ont... Mais en fait, moi je pense qu'il faut éviter la caricature. C'est-à-dire que parce qu'on a tendance un peu à schématiser, à dire l'APJ de Versailles, qui a enquêté de 2003 à 2019, ils ont foiré, et la section de recherche gendarmerie de Dijon, c'est eux qui ont fait craquer Fourniret et Michel Fourniret et Monique Olivier, ce sont eux qui sont les bons éléments. Mais il faut bien voir une chose, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier que l'APJ de Versailles s'est quand même donné un fond sur ce dossier. Certes, ils n'ont pas réussi à faire craquer Michel Fourniret. À tort ou à raison, Éric Mouzin et son avocat, maître Didier Semant, accusent la PJ de Versailles de ne pas avoir assez creusé la piste Fourniret. Mais ils ont fait quand même beaucoup d'investigations, ils ont exploré toutes les pistes. Donc, je ne voudrais pas instruire un procès en sorcellerie contre la PJ de Versailles. Ce serait quand même un peu caricatural. Et en ce qui concerne cet officier de police judiciaire qui a dit je ne pense pas que Michel Fourniret soit un pédophile. Évidemment, mais c'est pas possible. Et certaines de ses victimes avaient 12-13 ans. Comment on peut dire des choses pareilles? C'est maître Corinne Herman, haute avocate d'Éric Mouzin. Mais je serais tenté de dire, revenons un petit peu en arrière. Un expert, certes, dont le travail a été par la suite très critiqué, Philippe Herbelot.
psychanalyste et psychologue qui a examiné Michel Fourniret. Il a témoigné au premier procès de Michel Fourniret à Charleville-Mézières au printemps 2008. Il a dit, mais Michel Fourniret n'est pas un pédophile. C'est un pervers narcissique. Ce qui n'intéresse qu'à une chose, l'humiliation. L'idée, c'est d'humilier ses victimes, et le viol, en fait, c'est pas sa priorité. Alors, on peut ne pas être d'accord. Il est vrai que, bon, la particularité de Michel Fourniret, c'est que ses victimes sont quand même des jeunes femmes et des adolescentes ou préadolescentes. C'est vrai. Mais je tiens à rappeler aussi un autre détail, c'est que Marc Dutroux, qui a à la fois tué et violé des fillettes et des adolescentes, aussi incroyable que ça puisse paraître, les experts ont dit que ce n'était pas un pédophile. Ils estiment que c'est avant tout un psychopathe, un pervers, la perversité généralisée, qui est là justement pour jouir de sa puissance, de son pouvoir sur ses victimes. Ça enlève rien au crime qu'il a commis. Mais vous voyez, il n'y a pas en fait des grandes cases donc si vous voulez, il y a des subtilités. C'est-à-dire il y a la volonté de nuire, d'humilier l'autre. Et ça, c'est au moins un point commun entre Michel Fourniret et Marc Dutroux. Et à côté de ça, ça enlève. Donc, alors bien sûr, il y a Philippe Guichard, donc le policier, le commissaire Philippe Guichard, donc, qui a témoigné avant-hier, vendredi, donc le vendredi 8. Peut-être pas plus développer tout ça, mais bon, moi je suis pas pour qu'on enfonce le clou, qu'on en remette une couche contre la PJ de Versailles. Certes, ils n'ont pas pu faire tomber Michel Fourniret, mais ils n'ont pas non plus exclu la piste dès le départ. Est-ce que pour la petite Estelle serait avec d'autres corps et on leur colle la disparition Le problème, si vous voulez, dans ce genre d'affaires, c'est qu'avec des personnages aussi malfaisants que Michel Fourniret et Moïse Olivier, qui ont une tendance à la manipulation en plus. Parce que Michel Fourniret, il aurait dit à un moment, en fait, il y a 35 meurtres. Possible. Mais bon, il pourrait dire aussi 200 ou 300. Parce que le gros problème, c'est moi j'ai un truc que j'ai remarqué, on constate notamment aux États-Unis. En France, à mon avis, ça ne doit pas être mieux. Certains grands criminels ont une fâcheuse tendance à la forfanterie. Car à côté des crimes à les réprouver, ils vont pour balader les enquêteurs, les magistrats ou les avocats, en rajouter. Et pas forcément des criminels sexuels. Même par exemple, c'est celui qu'on appelle le grand Jacques Messrine, dans son autobiographie romancée L'Instinct de mort, il s'est attribué 39 crimes. Alors qu'en fait, on lui reprochait une dizaine de cas. Et je me souviendrai toujours de ces passages du film avec Vincent Cassel, où il discute avec son avocate. Son avocate a brandi le livre L'Instinct de mort, la première édition, celle de 1977. Vous êtes fous de raconter tout ça. On a dit, faut en donner pour son argent au public. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre? Apparemment, il y a 8 millions d'enfants qui disparaissent chaque année dans le monde. Je connaissais pas ce chiffre. C'est tout à fait possible, oui. Ça en fait des enfants qui disparaissent. Oui, bien sûr. Parce qu'on parle toujours on évite en France de parler de réseau. On dit qu'il n'y a pas de réseau pédocriminel. Et le côté pédocriminel, ça disparaît souvent. On dit qu'un tel, comme vous avez dit, c'est pas un pédocriminel, mais bon, alors, il y en a quand même, ça existe la pédocriminalité. Les réseaux. Mais bien sûr. Les réseaux. Allez, le gros problème, justement, je voudrais poser la question sur les réseaux. Le gros problème, en fait, c'est que qu'est-ce qu'on entend par réseau? En ce qui concerne les réseaux, où il y a des preuves tangibles, irréfutables, c'est tout ce qui est dans le cadre de la cybercriminalité. Ouais. À partir du moment où vous avez des pervers qui s'échangent, moyennant finance, des vidéos d'enfants violés, on peut parler de réseau. Je suis entièrement d'accord. Mais là, bien sûr, on est d'accord. De même qu'on a eu des affaires par le passé, dans les années 90, le
dossier Ado 71 et Taureau Bravo, on a eu effectivement des trafics à l'époque c'était par Minitel et c'était des VHS de films pédocriminels. Donc ça, on a eu notamment une affaire qui mettait en cause un ancien responsable d'un mouvement néo-nazi. Des néo-nazis homosexuels mais qui avait dérivé à la pédophilie, Michel Quédier. Ça, on avait beaucoup parlé dans les 90. Ça vous intéresse ou pas tout ça? Parce que quelque part, on parle aussi, quand on parle réseau pédocriminel, il y a les médias mainstream qui vont se moquer de tout ça pour dire ce sont des complotistes, ils ramènent les réseaux pour dire qu'il y a des politiques qui sont impliqués. Il y a déjà eu des affaires où des politiques étaient impliqués. Bien sûr. Donc on ne peut pas non plus mettre de côté les politiques. Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est difficile d'aborder ce sujet sereinement. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que pour certains, on a tendance à dire c'est que des incestes intrafamiliaux ou des prédateurs. Mais je pense qu'il y a différents cas de figure. Il y a effectivement la criminalité en réseau, notamment le cas de la cybercriminalité. Oui, après, il y a des prédateurs solitaires qui profitent du laxisme coupable de leur supérieur hiérarchique, aussi bien dans l'Église, notamment l'affaire de la communauté des Béatitudes avec le frère Étienne qui a abusé des enfants pendant des années et sa hiérarchie a couvert les faits, Ils lui ont dit on va prier pour toi. Et moi je me souviens avoir vu un documentaire à la télé, vous aviez les supérieurs hiérarchiques du frère Étienne qui fuyaient les interviews, et frère Étienne, qui était pourtant le coupable, qui acceptait de témoigner à visage découvert. Parce que lui, il a dit, voilà, j'ai un problème avec les enfants, j'ai fait des bêtises, j'ai fait quelque chose de grave, et eux qui suivent, on va prier pour toi. Et vous avez suivi l'affaire Le Scornec, couvert par des médecins? L'affaire Le Scornec, couvert par des médecins? Je la connais dans les grandes lignes. Bah oui, mais vous suivez un peu tout, plus ou moins? Pas toutes les affaires, mais je Scornec. Les grandes affaires. Mais c'est vrai, de toute façon, il y a différents cas de figure. Les incestes intrafamiliaux, des prédateurs solitaires sont protégés par la hiérarchie pour étouffer le scandale. Et pas seulement dans l'Église, aussi dans le monde de l'éducation nationale. Je pense à l'instituteur Marcel Lechien, qui a été couvert par sa hiérarchie, ou à un cas plus ancien, Jelki Kaiser-Merst. Pareil, la hiérarchie, elle avait fermé les yeux pendant des années, ou alors juste une petite réprimande, c'est tout. Et des cas, effectivement, des criminalités en réseau, où le gros problème, ce sont effectivement, quand ce sont des opérations commis dans le cadre de la cybercriminalité, là, on a des preuves concrètes. Par contre, quand c'est basé sur des témoignages, sur des événements qui se sont passés il y a des années, et qu'on n'a pas d'indice matériel, c'est très compliqué. Ce qui vous motive, c'est la vérité ou la mise en scène juridique? La vérité. Autant que faire se peut, parce que la vérité n'est pas toujours... elle est parfois difficilement atteignable. En ce qui concerne le procès de Monique Olivier, c'est vrai qu'on aimerait tous, et je le souhaite comme tout le monde, qu'elle finisse par dire voilà où sont les corps, voilà où est le corps de la petite Estelle. On aimerait bien. Déjà pour les familles aussi. Pour les familles, bien évidemment. Non, pour les familles, parce que c'est... Je veux dire, c'est... Et il n'y a pas qu'elle. Par exemple, Marion Wagon, pareil, qui a disparu il y a 27 ans, en novembre 96. Tout ça, bien sûr, c'est un cortège de points d'interrogation, et on aimerait bien avoir les réponses. Tout le monde aimerait avoir les réponses, à commencer par les familles. Ne serait-ce que justement mettre tout le monde d'accord. La vérité peut être un juge de paix, en fait, pour clore les polémiques. Merci Frédéric. Avec plaisir. Bonne fin de journée.